Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. On a de la peine à s'en rendre compte, mais déjà presque une année s'est passée depuis la dernière vidéo que j'aurais faite en compagnie de mon ami Raphaël Colicci, ici présent. Nous sommes dans le Larzac, nous sommes dans son magnifique centre qui s'appelle Oléatherme. Et depuis une année, bien des choses ont changé, et notamment un livre extraordinaire que je recommande à tous, qu'il vient de publier il y a quelque temps, qui s'appelle « Santé et sagesse de la terre, les fruits oubliés ». Un livre absolument magnifique, superbement illustré et décoré, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant tout, je voudrais te poser la question, Raphaël, comment vas-tu? Eh ben, je vais au mieux, je suis très heureux parce que la vie est belle et plein de choses sont en train d'advenir. Il y a beaucoup de changements, il y a plein de projets qui se font autour de moi, que je peux aussi voir sur certaines vidéos. Et puis, j'ai commencé un nouveau projet il y a quelques mois sur l'île de Mayo, en plein désert, et où je suis en train de faire une oasis de la biodiversité avec comme thème cultiver l'eau. Cultiver l'eau. Alors voilà un terme qui est déjà extrêmement questionnant en lui-même. Comment peut-on cultiver de l'eau? Eh ben, il y a beaucoup d'années, dans les déserts, des hommes savaient utiliser l'eau de la rosée du matin, savaient utiliser des cruches en terre pour diffuser tout doucement le peu d'eau qu'ils avaient. Ils savaient construire des, des filets de bambou pour recueillir l'eau atmosphérique. Et quelque chose que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui, mais je les ai connus il y a près de 40 ans, les arbres fontaines. Donc vous aviez dans la nature, et surtout dans des endroits déshérités, des arbres capables de produire jusqu'à 20 litres d'eau par jour. Ils mettaient de l'argile tout autour, au pied, et ça allait dans une petite citerne. Voilà. Donc, Et que sont-ils devenus ces arbres fontaines? alors, ils sont difficiles à retrouver parce que voilà, il y a eu pendant de nombreuses années des ONG qui, bien sûr, ont voulu bien faire, hein, ont installé de nombreux puits, ce qui a permis de créer de la nourriture, ce qui a permis de créer des oasis, mais qui peu à peu a épuisé la ressource et qui n'a pas permis à mon goût de maintenir toutes ces traditions séculaires, de travailler sur préserver l'eau, cultiver l'eau. Alors, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver ces arbres, fontaines, mais ça y est, j'en ai une soixantaine en pépinière. Le nguer, qui est une plante médicinale très utilisée encore à l'heure actuelle, et qui elle est capable, si vous mettez une rangée de cette plante, elle est capable d'irriguer la rangée de plantes voisines, où traditionnellement, ils ne mettaient pas seulement des arbres, mais aussi une rangée de sorgho. Voilà. Et C'est presque un cercle vertueux en quelque sorte. alors c'est la magie, c'est même de la magie, puisque cette plante prend de l'eau dans la terre où il n'y en a pas, mais je crois que c'est par un jeu physico-chimique des bactéries, des champignons, voilà. D'où l'importance dans ce travail que je fais actuellement dans ce désert. Et le premier travail que j'ai effectué, parce que de toute façon on est obligé d'en passer par là, c'est le travail du sol. Donc quand je suis arrivé, eh ben, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de pelle, de brouette. J'ai dû aller dans l'île voisine acheter le matériel. Et je me suis dit, comment je vais faire avec où il n'y a rien. Il n'y a rien, j'étais vraiment... Ce qui m'a ému, c'est que j'avais l'impression d'être au début du monde. Créé à partir du néant, quoi. Ben, il y avait cette immense étendue voilà, de pierre,
Pourtant, il y a des animaux qui mangent, mais je ne vois pas la ressource. Et pourtant, depuis tout jeune, je cultive le jardin. Mais tu connais bien ça, puisque c'est le terrain que tu avais aussi quand tu as commencé à Oléa Terme. Ici, oui, mais ici, c'était sans terre. Avec plein de cailloux, mais sans terre. En plus. Là-bas, il y a un peu de terre, mais c'est sans eau. Voilà, c'est un autre défi, peut-être plus difficile. Et donc, j'ai commencé par faire des trous pour planter mes premiers arbres, et j'ai mis une couche de bois mort, voilà, que je récupérais des bousses de vaches à demi sauvages, et j'ai fait des lasagnes. Et ensuite, il a fallu trouver des arbres. Il n'y en a plus dans cette île, puisque l'agriculture est pratiquement anéantie. La dernière pépinière a fermé il y a 2 ans, et 90 femmes sont au chômage. Et donc, j'ai l'habitude de retrouver les variétés anciennes. Je suis allé dans d'autres îles, et avec des passionnés, avec aussi des vieilles dames qui cultivent toutes ces variétés anciennes, j'ai pu rapatrier, et en quelques mois, j'ai déjà un énorme conservatoire de plus de 250 variétés, à la fois des plantes médicinales et des arbres, et que je cultive en agroforesterie tropicale multi-étagée. Alors déjà pour récupérer de l'eau, puisque je vous ai dit, on cultive l'eau. Donc la noix de coco qui est au plus haut, elle va prendre la rosée. Ses feuilles, une fois pleines, vont le déverser sur le manguier qui est à côté, le manguier sur l'avocadier, l'avocadier sur le papayer sur le caféier, et le caféier sur le cacaotier. Voilà, qui doit, ces deux derniers, le caféier et le cacaotier, doivent impérativement rester à l'ombre. Et donc on peut parler, en parlant d'eau, d'un effet cascade en plus. Oui, si tu veux, mais là c'est pas de la cascade, c'est des petites gouttes de rosée, parce que le leitmotiv de mon projet, c'est cultivons l'eau, chaque goutte compte. Oui. Donc tu vois que, voilà. Ensuite, il y a 12 techniques, je ne vais pas toutes les énumérer aujourd'hui. Pour le moment, en quelques semaines de travail, parce qu'en fait c'est sur plusieurs mois, mais moi je suis ici, j'ai encore beaucoup de travail ici, et je suis allé là-bas que quelques semaines, et eh bien j'ai pu appliquer que 2 techniques, le travail du sol et un autre travail sur comment on retient l'eau dans les déclives. Il y a toute une topographie à respecter pour que dès qu'il y a une goutte de pluie, on la retient. Voilà. Donc j'ai mis en place que 2 techniques, et déjà je suis à 50% d'économie d'eau. Donc on peut aller très loin. On peut aller très loin. Hallucinant. Et je suis très confiant dans ce projet. Comme d'habitude, j'ai été traité de tous les noms. On ne m'a pas cru, mais ça y est, les premiers agriculteurs viennent voir. Je leur explique, ils comprennent. Certaines techniques, ils n'ont pas encore compris. Je vais faire des fiches techniques. Et là, la demande est croissante. Et là, je me dis, mais pour qu'on puisse transmettre, alors je ne veux pas être le blanc qui va amener les connaissances, mais on raisonne ensemble, et je dis voilà ce que vos ancêtres en Afrique, puisque ces gens-là viennent d'Afrique, ce sont d'anciens esclaves amenés des îles du Cap-Vert. Voilà, dans cette île où je suis, eh bien, les traditions sont africaines, donc ça leur parle. Petit à petit, ça leur parle. Donc, moi, je ne fais que reprendre ce qu'ils ont oublié, pour la plupart. À tel point que, quand on m'a demandé d'aller faire, des fermiers sont venus, ils avaient 18 employés, ils nourrissaient une partie de l'île, et maintenant c'est fini. Cette année, ils ne peuvent pas semer, il n'y a pas d'eau. Eh bien, on a fait une étude des ressources de leur ferme, et quand j'ai vu tous les pieds qui, bien sûr, sont secs parce qu'il y a eu la récolte de tomates, d'aubergines et de fruitiers comme les mangues, les papayes, etc., eh bien, sur les légumes, il n'y a pas de paillage. Voilà. Et donc, je dis, mais pourquoi vous ne paillez pas? Ben, ça prend trop de temps. Et tant qu'on avait de l'eau, j'ai dit, oui, mais c'est fini, tout ça. Il faut maintenant avoir des méthodes de culture beaucoup plus respectueuses de cette denrée qu'est l'eau. Il faut remettre l'eau
au centre. Au centre, cette eau est sacrée. Donc il faut arrêter de... Voilà. Et surtout que, comme je vous ai dit, j'ai commencé par ce sol, parce qu'un sol avec beaucoup de matière organique, on permet une meilleure rétention. Parce que quand vous arrosez, il ne faut pas croire, elle ne va pas rester autour de la plante. L'eau va s'infiltrer, elle va aller loin, loin dans la terre. Normalement, 80% est perdu. Donc, si vous faites un sol spongieux, avec des hydro-rétenteurs, avec ces systèmes de lasagne, et surtout si ce sol est vivant, il va avoir un tel milieu bactérien, et avec les vers de terre, avec toute cette faune IPG qui a dans cette densité, eh bien, tout le monde va retenir de l'eau, et tout le monde va transformer la matière. Voilà, c'est une vie, vraiment, ce sol vivant peut être une réalité. Et donc, voilà, je suis au début d'une grande expérience qui, voilà, je suis très heureux en quelques mois d'avoir tous ces résultats. Et en fait, tous les gens au début qui doutaient, qui m'ont même dit que j'allais devenir un clochard parce que j'allais perdre tout cet argent que j'ai voilà, que j'ai investi dans ce projet. Et à 70 ans, c'est vrai que j'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit, j'ai déjà beaucoup de travail à transmettre ici, à encore voilà, recommencer une telle aventure, mais j'étais sûr que c'est possible. Voilà, et je vois que c'est possible. Voilà, par exemple, un arbre qui m'a donné une grande satisfaction, que j'ai planté il y a 6 mois, c'est le premier arbre que j'ai planté parce que symboliquement, il représentait l'Afrique, et puis j'en ai rencontré un baobab, j'imagine. Voilà, c'est ça, le baobab. Et ce baobab, je ne sais pas, il m'émeut parce qu'il a ce tronc joufflu qui garde l'eau. Lui, chaque goutte compte pour lui. Et puis, il commence à s'élancer. Et voilà, en quelques mois, il a fait des feuilles, il est magnifique. Et je dois dire que j'ai même été privilégié de pouvoir goûter pour la première fois à du jus de baobab que tu nous as amené ici, voilà. Et qui est excellent d'ailleurs, et probablement thérapeutique aussi. Et très thérapeutique, parce que je vais continuer à faire ce que j'ai fait ici, à sélectionner les variétés pour enfin voir quels sont les actifs dans chaque arbre, dans chaque plante. Bien sûr, voilà, depuis 30 ans, je chasse les polyphénols. Et là, déjà, voilà, il y a de quoi faire. Alors, on va voir ces ressources qui peuvent, bien sûr, nourrir, mais qui peuvent aussi amener de la santé. Hein, parce que j'ai déjà fait analyser des feuilles, des écorces. C'est très prometteur. Et en parlant de santé, rappelons aussi que tu as de très solides fondations et des fondements dans le domaine de la santé, puisqu'au départ, qu'avais-tu étudié ? Moi, j'ai commencé par kiné parce que j'aime travailler avec mes mains. Donc, j'ai toujours été un paysan. Les jardins de mon grand-père, de mes parents, et après mes propres jardins dès l'âge de 17-18 ans. Et donc, travailler avec les mains, le corps humain, voilà, c'était mon désir dès l'adolescence. Donc, j'ai commencé par kiné. J'ai ensuite étudié l'ostéopathie, mais j'ai pas pu finir parce qu'il fallait faire d'autres choses. Et ensuite, la médecine chinoise, voilà, pour avoir cette vision, bien sûr, pas totale, parce que c'est tellement complexe le corps humain, la maladie c'est tellement vaste, les approches qu'on peut avoir, que déjà ça me donne quelques paramètres et qui me permettent d'aider les gens, et surtout dans ce cadre où je peux reconnecter ou connecter, parce que certains n'ont jamais été connectés, à cette mère nature qui est si généreuse, vraiment. Qu'est-ce qui te pousse chaque matin quand tu te lèves à te lever? Parce que moi j'ai une définition de l'excellence, et je pense que tu es dans l'excellence, et l'excellence c'est la compétence par la passion. Et chaque fois que je te vois un homme passionné, et rien ne semble altérer ta passion. Qu'est-ce qui te pousse chaque matin à te lever et à être l'homme de tous les nouveaux défis?
Alors, j'ai dû tomber dans la marmite quand j'étais petit parce que depuis tout jeune, on m'a toujours dit, mais voilà, j'élançais mes copains pour grimper aux arbres, aller attraper des pies dans leur nid pour les dresser, à parler. Voilà, j'ai toujours été très téméraire et, et ensuite, à 14 ans et demi, donc en 1968, sur les barricades, eh ben moi je disais Steiner, je disais médecine douce, et on me disait non, c'est Marx, Lénine, Mao. Alors j'ai dit peut-être, mais moi, voilà, c'est ça qui m'émeut. Et on me disait, tu es un petit bourgeois. Alors j'ai dit non, je suis fils d'immigrés italiens, tous les jours je travaille la terre, tous les jours je transforme des choses. Il ne me semble pas que je sois privilégié, mais voici ma sensibilité. Et bien après avoir voilà, été un peu malmené avec toutes ces idées, c'est pour ça que j'ai une névrose, c'est que je veux tout prouver par la science. Parce qu'on m'a tellement dit que c'était pas scientifique, que c'est de la sorcellerie, mais ça peut pas, c'est pas possible, voilà. Et le fil, vraiment, ce fil d'Ariane qui est là toute ma vie, c'est plus que la passion, c'est de l'exaltation. Chaque matin, quand je me lève, je suis heureux d'aller piocher. Et quand le soleil se couche, je dis merde, faut que je rentre. Je continuerai toute la nuit. Et c'est vrai que beaucoup sont surpris. Voilà. Alors, moi, vraiment, je ne comprends pas qu'on mesure ces actes. Je dis à mes collaborateurs, parce que maintenant je suis obligé voilà, d'être soulagé dans ma tâche, parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre, beaucoup de projets à mettre en route. Et donc, les gens qui maintenant m'aident dans ce travail d'agriculteur, eh bien, je leur dis, mais vous êtes en pleine nature, vous faites du sport, arrêtez de... Voilà, soyez heureux avec l'élément. Mais, voilà, les gens préfèrent taper sur des machines, enfin, sur des machines, des ordinateurs. Et donc, la jeunesse a du mal à rentrer dans le faire et dans cet effort physique. Alors que moi, je le vois comme... on a au cœur de nos gènes ce mouvement de l'ADN. Qu'est-ce qui fait l'ADN? Il bouge. Nous, voilà. Un vortex d'énergie. Ce vortex qui est en nous, qu'on retrouve à toutes les échelles. Laissons-le s'exprimer et ne soyons pas toujours à dire ah mais non là je vais mettre une domotique pour fermer mon volet, je vais plus bouger quoi, je vais rester cloué comme la moyenne des gens 5h80 minutes par jour. Et voilà, alors après on s'étonne qu'on devient sclérosé, on s'étonne que la maladie est là quoi. Le mouvement, c'est la vie. Exactement. Et tu m'as montré tout à l'heure, on le verra dans une petite vidéo qui sera insérée dans celle-ci, un nouveau plan de vigne. Il y en a une quantité impressionnante. Et si tu veux nous en dire encore un petit mot par rapport à ce que tu avais déjà dit avant, qu'est-ce qui t'a poussé à trouver aussi un conservatoire de vignes et à les mettre en mouvement, elles aussi? Alors, pour essayer d'avancer dans cette sauvegarde de la biodiversité nourricière, j'ai entrepris il y a une trentaine d'années des conservatoires. J'ai accéléré ce mouvement quand le dernier conservatoire français a fermé, parce que l'État a jugé que ce n'était pas important et que ce n'était pas la peine. Et là, je me suis dit, mince, je vais maintenant augmenter avec mes deniers ces conservatoires qui vont permettre de garder notre patrimoine alimentaire. Et à combien se chiffre-t-il aujourd'hui, ce patrimoine qui résulte de tous ces conservatoires? Normalement 1680 et quelques, mais ça change tous les jours parce que tous les jours je greffe des nouvelles variétés, tous les jours j'en échange. Et tu nous rappelles la surface dont tu disposes ici en hectares? 10 hectares. Alors, on parlait de la vigne parce que c'est mon actualité depuis 2-3 mois, parce qu'on est en train de faire une revue de fruits oubliés sur les cépages résistants, parce que je suis entouré, nous sommes dans le Languedoc, nous sommes entourés de vignobles, et ces dernières années de dérèglement climatique fait qu'il y a des pluies pas au bon moment, et il y a des moisissures, il y a des nouvelles maladies. Donc tu le perçois
concrètement ce dérèglement climatique? Ah ben oui, pour plusieurs raisons, mais je voudrais finir avec pourquoi en ce moment mon actualité c'est le raisin, c'est la vigne, parce que j'ai vu que les intrants chimiques étaient de plus en plus forts, alors que heureusement il y a de plus en plus de vins en bio, mais c'est pas suffisamment à mon goût, mais ça traite, et même en bio, ça traite beaucoup. Ce sont du soufre, voilà, c'est du cuivre. Mais moi, j'ai refusé tout ça, parce que ce sont quand même des métaux lourds qui vont rester dans la terre, alors qu'il y a autre chose à faire avec des macérats, d'ortie, de prêle, etc., de renforcer l'immunité de la plante, parce que ce qui compte, c'est déjà de renforcer cette immunité des légumes, des plantes que l'on cultive, pour qu'elles nous le donnent à nous après. Voilà. Mais si vous faites des cultures où tout est en perfusion, avec des intrants chimiques, avec des engrais, alors que là, nous, on a favorisé les micro-organismes, on a créé des sols vivants, alors qu'il n'y avait pas de sol. Voilà, on m'a dit, jamais tu pourras rien planter ici, parce qu'il n'y a pas de matière organique. Donc, vous voyez que c'est possible. Vous voyez que on peut aussi cultiver la vigne comme je l'ai fait depuis une vingtaine d'années, sans aucun entrant chimique. La vigne, malheureusement, est encore beaucoup trop pollueuse. Voilà, et on peut améliorer ce système. C'est pour ça qu'on crée ce numéro spécial, les cépages résistants, parce que, eh ben, heureusement, des chercheurs se sont mis à travailler là-dessus. Après, moi, je suis OK pour ça, parce que c'est quand même mieux que de traiter, mais je préfère sauver les variétés anciennes qui n'ont pas besoin de traitement. Et la vigne où nous sommes allés tout à l'heure, eh ben, il y a près d'1 millier de vignes différentes qui n'ont jamais rien reçu, même pas une goutte de cuivre, rien. Alors, j'ai eu un peu de déchets au départ, mais après, il y a comme Elles s'auto-organisent. Voilà, une immunité qui va se créer peu à peu. Alors, évidemment, moi, j'ai pas que ça pour vivre. Moi, je suis un chercheur, donc je me donne les moyens de chercher. Je me donne les moyens de faire de l'expérimentation. Parce que un collègue agriculteur, s'il fait trop d'essais comme moi, il va perdre une partie de sa récolte au début. Et voilà, c'est tellement difficile l'agriculture, c'est tellement difficile de faire ce beau métier. Donc, voilà, je comprends, mais moi j'estime qu'on doit me laisser faire. Alors, j'ai pendant des années mis en avant les cépages interdits, hein, qui ont été interdits parce que justement il n'y a pas de traitement. Hein, c'est les lobbies, hein, encore une fois, qui sont là derrière. On a fait des dossiers, on a prouvé par toi qui es pharmacien, par la fac de pharmacie de Bordeaux, que c'est pas vrai, ça ne faisait pas un vin qui rendait fou. Tout ça a été prouvé. On a amené tous les résultats, tout le dossier à l'Assemblée nationale. Les députés étaient d'accord. Les lobbies sont intervenus derrière. Alors moi j'ai dit maintenant, puisque c'est comme ça, puisque tout marche avec des lobbies, eh bien moi je demande la désobéissance civile, et nous avons favorisé les plantations. Personnellement, j'ai offert 1000 pieds-mères de ces cépages aux gens, à condition qu'ils donnent des sarments qui sont reproductibles, parce que ce sont des variétés qui sont très facilement reproductibles, et très précisément. Donc, voilà, nous sommes dans des sociétés corrompues. Eh bien, nous allons mettre le droit à respecter la nature.